Le podcast Athlète Entrepreneur, animé par Amélie Delebel, vous relate les différents parcours inspirants d'anciens sportifs ou sportifs actuels de haut niveau de différentes disciplines qui se sont tournés par la suite ou sont actuellement dans le milieu entrepreneurial. Des entrevues et reportages qui sauront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. Le podcast Athlète Entrepreneur, des cheminements à découvrir. Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 077 sur les nouveaux défis de Maxime Saint-Michel. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, je voulais vous inviter à rejoindre le seul groupe Facebook d'athlètes entrepreneurs de la francophonie. Pour ce faire, simplement aller au ameliedelebel.com/groupe et répondre à 3 petites questions. Au plaisir de vous accueillir. Pour cet épisode, je discute à nouveau avec Maxime Saint-Michel, qui avait été l'un de mes premiers invités sur ce podcast il y a près d'1 an et demi. Cette entrevue disponible à l'épisode 007 expliquait son parcours dans le monde du hockey et les raisons qui l'ont poussé à devenir joueur propriétaire d'une équipe senior. Il s'en est passé des choses depuis cette entrevue, dont un championnat des séries, la COVID-19, ainsi que la relocalisation de son organisation. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour et ce, pour une deuxième fois, dans le cadre de ce podcast, Maxime Saint-Michel. Salut Max, comment ça va? Mais ça va? Ça va très bien, merci beaucoup. Lors de notre première entrevue, tu avais mentionné comme objectif que tu souhaitais gagner, bien évidemment, un championnat avec ton organisation lors de ta première année comme propriétaire hockeyeur. Objectif qui a été réalisé. Donc, comment tu as vécu cette année-là spéciale? Ah, mais là, ça, c'était. J'ai encore pas de mots pour le dire. Là, on a mis tellement d'heures là-dedans de travail. Je suis parti de loin dans ce projet-là. En fait, là, parti de rien. Comme j'avais dit la première fois, je lavais les chandails, on faisait des line-up, on signait des gars, on trouvait des commanditaires, on trouvait un aréna, gérer avec la ville. Après ça, de mettre l'équipe de hockey sur la glace, puis là, d'arriver puis de gagner à l'année 1. Mais c'était incroyable. Puis je pense qu'on a dû fêter ça tout l'été. L'été qu'on a gagné. Ouais. Puis là, cette année, ça allait quand même aussi très bien pour vous. Vous étiez encore, pas encore de finale, mais en fait dans le quart et d'as, donc en demi-finale, lorsque malheureusement les activités ont été arrêtées en raison de la COVID. Comme propriétaire d'une équipe et comme joueur, comment tu as vécu ça? Comment tu as vécu ça? Au départ, on pensait peut-être que la saison allait continuer, donc vous aviez essayé de trouver des plans A, B, C, D sûrement. Donc, comment tout ça s'est passé? Ben, honnêtement, on avait encore une grosse saison cette année. On a fini 2e en arrière des Mustangs de Saint-Hubert. Puis, en série, je dirais que ça n'a pas été nécessairement comme on voulait pour la première ronde. On s'est ramassé qu'on tirait de l'arrière 1-3 contre Bedford. Finalement, on a gagné 3 matchs en 3 soirs lors du dernier week-end pour gagner en 7. Je pense que c'est ça que ça prenait un peu pour restarter la machine. On menait 2-0 en demi-finale. On ne se cachera pas, c'était pas gagné, mais nous, on se voyait déjà encore au bout pour une deuxième année en 2 ans. Mais la COVID est arrivée. Je dirais qu'au niveau des joueurs, ça a été dur. Au niveau de l'équipe, c'est tant d'efforts pour une organisation, des sous et tout ça. Puis là, on se fait tout enlever du jour au lendemain. Personnellement, je l'ai pris très dur. Là. J'ai perdu des sous là-dedans. Il n'y a pas de plan B, là, finalement. On avait des plans A, B, C, D, E, F même, là, mais il n'y en a plus de plan. Là. Tout s'arrête, puis l'argent, tu ne revois plus. Puis, je te dirais que ça n'a pas été facile là, à gérer, puis même émotionnellement, là, c'est quand même difficile. Là. Je suis passionné, puis j'ai trouvé ça quand même difficile, mais regarde, aujourd'hui, c'est pour le mieux, puis on va repartir où est-ce qu'on a laissé. Oui, en effet, parce que là, tu as annoncé il y a quelque temps, en fait, que là, vous avez transféré, en fait, l'équipe à Terrebonne, un nouveau commanditaire. Donc, comment, justement, tout ça s'est passé, même dans le contexte de la COVID? Donc, d'être capable de trouver un partenaire principal, de parler à la ville pour une relocalisation. Donc, comment tout ça s'est passé par étapes? En fait, avec la Ligue, on continuait les rencontres de propriétaires et directeurs généraux. Pendant la COVID, on faisait des rencontres Zoom. Puis, il y avait une date qui arrivait le 1er mai où est-ce qu'on devait
annoncer, dans le fond, donner notre position à si on revenait ou non pour l'année suivante. J'étais dans une situation où est-ce que moi, mon commanditaire majoritaire principal, qui était JC Perrault, il couvre presque en totalité mes frais de gestion d'équipe. Donc, avec la COVID, en étant une entreprise pour eux, la société n'allait pas super bien. Là, les magasins étaient fermés. Fait que, ils ont demandé du temps. Ils m'ont demandé du temps pour me revenir. Moi, j'ai pris, en tant qu'entrepreneur, j'ai pris le risque. Je me suis engagé auprès de la Ligue. J'ai dit, OK, on est là. J'ai donné le dépôt. Puis je me suis dit, à la limite, il arrivera ce qui arrivera, mais je vais me battre comme je vais pouvoir me battre. J'ai donné du temps. Finalement, ils m'ont redemandé un peu de temps encore, ce qui est 100% comprenable, en fait. Puis, entre-temps, c'est là qu'Éric Champoux, puis La Chambre, qui est quand même connu dans la région ici, là, il y a plusieurs restaurants, mais il m'a approché pour me dire on a un intérêt pour embarquer. Par contre, il faudrait que ça soit à Terrebonne. Ce qui était difficile, c'est que depuis l'année 1, je voulais aller à Terrebonne / La Plaine. Il y a 3 complexes à Terrebonne, La Chenée, La Plaine, Terrebonne. C'était le plus gros défi de trouver la glace parce que le budget 3 joue à La Chenée, les Cobras de Terrebonne jouent à Terrebonne, donc la 3e aréna qui était disponible, mais le hockey mineur, il y a différentes ligues de gage qui sont là depuis plusieurs années. Fait qu'avec la ville, avec le complexe, avec Éric Champoux, tout le monde ensemble, on a tous travaillé dans le même sens pour finalement réussir à avoir un partenariat avec la ville de Terrebonne. Puis ce qui est incroyable, parce que 90% de notre alignement vient de Terrebonne, La Plaine ou La Chenée. Donc, on revient à la maison, c'est ça que j'ai dit, là, on revient à la maison pour le vrai. Là. Puis, est-ce que vous savez s'il va y avoir officiellement une saison 2020-2021? Est-ce que c'est encore en processus, savoir qu'est-ce qui se passe avec ça? Il va y avoir une saison 2021. Je vais dire oui, en fait, là, qu'il va en avoir une. Un peu comme tout, on attend un peu les réponses de la santé publique pour voir ce qui est possible et non de faire. Est-ce que ça va commencer à la date qu'on était supposé? Personnellement, je pense pas. Est-ce qu'il va y avoir, ça va être étendu sur beaucoup plus loin? Je pense pas non plus. Je pense qu'il va y avoir un petit délai, juste de clarifier puis gérer une couple de choses là, avec la santé publique. Mais le hockey au Québec, c'est une business. Je pense que les arénas, autant que le hockey mineur, autant que Hockey Québec, tout le monde a besoin de faire des sous là-dedans. Et, je pense qu'ils vont trouver des moyens hors du commun, hors de l'ordinaire pour pouvoir permettre les activités, mettons des ligues comme ça, un peu plus majeures de commencer. Moi, confiant, sérieusement, à la limite, ça sera une petite écourtée de 5 matchs de moins, mais je suis quand même confortable. Nous, en fait, en ce moment, on suit le Gion 3. Je dirais que c'est 2 ligues qui se ressemblent, ça semble un peu, mais plus vieux. Une dans le junior, une dans le senior. Au niveau du calibre, pas mal tous des anciens juniors 3. Donc, on suit ce qu'on suit. Pour l'instant, on commence notre camp en septembre, puis les camps, tout le monde commence. Le Gion 3 commence la semaine prochaine. On s'engage comme si ça allait pour commencer. Puis après ça, on va être, je pense, au day-to-day pour voir qu'est-ce qu'on peut faire ou non. Parfait. Parce qu'au niveau senior, un peu comme justement dans le Junior 3 et dans plusieurs ligues, ça reste que c'est ça, l'argent que les spectateurs amènent, que ce soit pour les concessions alimentaires ou l'argent des billets, c'est quand même là que vous tirez quand même beaucoup d'argent avec les commanditaires, en fait. Donc, pour que la survie de la ligue, la survie des équipes, ça prend des gens. En fait, tout vient de là. Le plan pour tout le monde, ça serait que soit un propriétaire ait les reins assez solides pour couvrir soit tous les frais ou via les commanditaires. C'est quand même assez rare que tout le monde réussisse à tout couvrir puis que la porte, c'est vraiment du profit, juste du profit. Si c'était ça, tout le monde ferait du hockey. Fait qu'on travaille fort pour ça. Oui, on a besoin de spectateurs. Nous, on a la meilleure assistance. Ça fait 2 ans qu'on est allé, on a les meilleures assistances, ça fait 2 ans. Donc, ça nous aide énormément. À la Plaine, je pense que ça va être encore mieux. Le complexe, comment c'est fait, l'histoire qu'il y a à la Plaine, même la civilisation à la Plaine, les gens qui sont à la Plaine, je pense que c'est ce qu'ils demandaient. On a besoin de partisans, on a besoin que le hockey reprenne. Les commanditaires, présentement, je suis quand même agréablement surpris, il y en a qui répondent présent. Tu sais, dans une situation comme ça, j'ai pour dire que oui, beaucoup d'entreprises ont arrêté, mais les gens ont arrêté de voyager puis ont investi sur leur maison, sur leur terrain. Donc, les compagnies de construction en ce moment, pour certaines, ils ont des très bonnes étés. Des très, très bonnes étés. Donc, c'est juste de changer de côté un peu, de se tourner un peu vers le type de commanditaire qu'on avait, puis de trouver un terrain où tout le monde peut être gagnant là-dedans.
Parfait, parce qu'en plus d'avoir ton équipe, tu es impliqué également depuis plusieurs années avec Make Your Move, donc tu es un des cofondateurs. Vous avez été en mesure d'ailleurs de présenter la 5e édition. Ça aussi, comment ça s'est passé, parce que ça a pris du temps avant d'avoir le feu vert justement de la santé publique. Donc, ça aussi, encore là, comment tout ça s'est déroulé? Au niveau de Make Your Move, c'est pas annoncé. En fait, je vais faire l'annonce là. C'est pas annoncé publiquement à 100%, mais j'ai été à Make Your Move pour cette année encore. Par contre, une décision à l'interne avait été prise, moi pour aider au niveau de ma famille, de mon travail, mes autres projets que j'ai décidé de quitter Make Your Move. Pierre Gendron est arrivé avec moi puis Olivier Gervais il y a 2 ans. On a roulé les événements. Puis c'est une décision qui n'a vraiment pas été facile parce que Make Your Move, je le vois comme mon bébé. Là, c'était mon gros projet. Mais j'ai quitté l'aventure Make Your Move. J'étais encore avec les gars. En fin de semaine, j'ai parlé colis, on s'est appelé lundi. J'ai dit mon expérience, ma façon de penser, ce que je croyais, tout ça. Je donne encore un petit coup de main comme je peux, mais officieusement, je ne suis plus dans l'aventure de Make Your Move pour l'instant. Parfait. Donc, ce serait quoi tes objectifs, encore une fois, pour les prochaines années ou peut-être la prochaine année? Tu parlais de nouveaux projets. Donc, c'est ça. Donc, tu te concentres sur d'autres projets. Tu as également ton organisation. Comment tu vois ça? Je travaille actuellement sur un lancement de projet qui serait, je ne vais pas dire, je vais pas en parler aujourd'hui c'est quoi, mais je travaille sur possiblement un projet qui va être le plus gros de tous les projets sur lesquels je vais avoir mis en place. Je fonde beaucoup d'espoir là-dessus. Honnêtement, la COVID a fait que tout le monde a dû réapprendre à vivre. Puis il y a beaucoup de choses qui ont changé. Puis je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne seront plus jamais pareilles. Ça a, pour certaines personnes, ouvert des lumières. Puis moi, j'ai eu une idée qui, je pense, peut s'en aller dans le bon sens. Je travaille là-dessus. Je travaille sur mon équipe de hockey. Là, avec le travail, les règles de COVID, moi, je travaille à Bauer en recherche et développement. Puis le travail qu'on faisait avant COVID versus le travail après, mais c'est pas les mêmes mesures. Avant, faire tester un bâton, mais tu allais voir un joueur, tu fais tester un bâton. Mais à Star, faire tester le même bâton, c'est 20 minutes de plus parce que je me lave les mains avant, après je mette un masque, j'explique, je fasse signer, j'amène ça. C'est tout fait que tout est un peu plus long. Fait que je donne beaucoup, beaucoup de temps à ma carrière chez Bauer en ce moment. Mais en fait, 24 sur 24, le hamster il tourne sans arrêt. C'est parfait. Bien, merci beaucoup, Max, encore une fois pour ton temps. Pour terminer cette entrevue, encore une fois, des petites questions en rafale. La première, c'est qui est ton idole de jeunesse? J'en ai eu, on dirait que j'ai été un peu bipolaire. J'ai été par vague là-dedans. Plus jeune, j'adorais Vincent Lecavalier. Vincent Lecavalier, je le trouve incroyable. Il était grand, il était fort. Ça a été Vincent Lecavalier. Jusqu'à temps que je tombe peut-être 15-16 ans où c'est devenu Milan Lucic. Je trouvais aussi qu'il était gros, il était fort, c'était un power forward typique. Puis je dirais que ça a été ça plusieurs années. Aujourd'hui, je suis capable juste d'apprécier différentes sortes de joueurs. Je parle pour les joueurs de hockey, là, différentes sortes de joueurs. Puis j'ai pas vraiment d'idole aujourd'hui. Quelle est ton équipe de hockey préférée? Ça peut être de la Ligue nationale comme de toute autre ligue. Mon équipe de hockey préférée, j'en ai 2. La première, c'est le HC La Chambre de la Plaine. C'est mon équipe à moi, c'est sûr. Je peux on a toujours rêvé de gérer une équipe de Ligue nationale, mais ça, c'est comme ma Ligue nationale. Là. Dans ma tête, je fais des alignements, je fais des échanges qui n'existent pas. Je fais des line-up. Je me prends pour Guy Carbonneau, Marc Bergevin puis Bob Gainey en même temps. Fait que ça, puis je te dirais, sinon, en deuxième, je vais être honnête, le Canadien de Montréal, là, c'est un sentiment, juste un sentiment d'appartenance naturelle. Là, depuis qu'on est jeune, on est élevé avec le Canadien de Montréal, donc moi, j'y crois, puis je décroche pas. Parfait. Puis ma dernière question, c'est avec quel joueur t'aimes te comparer ou avec qui les gens te comparent? Ça, dans les ligues de garage, je vais me comparer, on va dire, à un genre de Michael Ryder. Pas trop rapide, quand même assez grand.
une bonne shot, des bonnes mains. Comme ça, parce qu'il n'y a comme pas de stress dans les ligues de garage, puis on joue pour le plaisir. Puis quand j'arrive en uniforme avec mon équipe de hockey, je suis quand même capable de le voir. En fait, là, je mets le doigt sur le problème, on dirait que j'ai aucune confiance sur la glace. C'est soit que j'ai aucune confiance sur la glace, ou soit que je n'ai trop à penser avec lui, es-tu content? La fille apporte à-tu vendu les billets comme il faut, tu sais. Fait que j'ai de la misère à me comparer avec un joueur. Je me recycle un peu en joueur de quatrième trio qui essaie d'être dérangeant un peu. Là. Je peux être nono un peu des fois, mais je suis un drôle de nono. Là, rien d'exagéré. Mais je dirais sinon, qui j'aimerais ressembler là, quand je joue senior, ce serait Tom Wilson. C'est parfait. Merci encore une fois, Max, pour ton temps. C'était vraiment très, très apprécié. J'apprécie, puis on se reparle bientôt. Certainement. Bye! Merci beaucoup encore une fois à Maxime Saint-Michel pour son temps et en souhaitant que vous ayez aimé ce 77e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Pour écouter mes dernières entrevues, rendez-vous sur mon site internet au ameliedelobel.com/podcast. Si vous avez déjà un podcast ou vous souhaitez en lancer un, je vous recommande l'hébergeur Blueberry que j'utilise également. Pour obtenir un mois d'essai gratuit sur cette plateforme, simplement aller au ameliedelobel.com/Blueberry. BLUBRRY. Si vous avez des questions, contactez-moi comme toujours via mes médias sociaux. Je répondrai avec plaisir. Merci beaucoup encore une fois pour votre confiance et à la semaine prochaine pour une autre entrevue.